Et bonjour les loulous. Alors j'ai déjà fait une vidéo complète sur Predator l'année dernière, à peu près à la même période. Et cette fois-ci c'est de la licence Predator dont on va parler, parce qu'il y a à dire. Alors le premier Predator, j'en ai beaucoup parlé, c'est le meilleur film des années 80, point barre, pas de débat, pas de classement, le meilleur. Et je suis prêt à me battre pour ça, et je sais même pas pourquoi on discute d'ailleurs. Un commando perdu dans la jungle, un monstre invisible, des muscles, de la sueur, une tension qui ne redescend jamais, c'est simple, c'est brut, c'est viscéral, c'est parfait. Et surtout, ça n'aurait jamais dû marcher. Un tournage galère, un costume ridicule, le passage éclair de Jean-Claude Van Damme qui est remplacé en plein milieu du tournage, et pourtant, McTiernan a transcendé tout ça. Il a filmé l'angoisse pure, celle d'une bande de chiens de guerre, de dieux de la guerre qui découvrent qu'ils ne sont que des proies. Predator, c'est pas seulement un film d'action, c'est un film de science-fiction et un film sur l'humiliation. Et c'est ça qui en fait un chef-d'œuvre. Le pire, c'est que la suite aurait dû être un désastre. Parce que pas de Schwarzenegger. Alors changement total d'ambiance, et pourtant, Predator 2 est un petit miracle dans son genre. Réalisé par Stephen Hopkins, le futur papa de la série 24 heures chrono, le film enchaîne avec un rythme nerveux, des plans qui bougent, une tension constante, c'est du chaos hyper maîtrisé. Danny Glover remplace Schwarzenegger, dans le rôle d'un flic un peu énervé dans un Los Angeles futuriste. Et d'ailleurs, le plan d'intro de Predator 2, il commence par la jungle, et puis ça progresse tout doucement vers le périph' et la ville, donc on se fait un petit peu piéger au début, mais on comprend que le terrain de jeu sera la ville et pas la jungle. Donc ça c'est joli, c'est bien foutu. Mais surtout, il respecte l'essence du mythe. Le Predator reste un chasseur, alors nouveaux pouvoirs, nouvelles armes aussi, mais ça reste un chasseur, pas un monstre aléatoire, il observe, il sélectionne, il ne tue pas pour le plaisir, mais pour le sport. Et puis il y a ce petit détail que beaucoup oublient. Il épargne une femme enceinte, il la vise, il analyse, il comprend qu'elle porte la vie, il renonce à la tuer. Et ça, ce geste, c'est tout le Predator résumé. Il a un code, il respecte les règles de la chasse, et c'est ça qui rend le monstre plus intéressant que un monstre lambda qui déglinguerait n'importe qui. Et ça continue jusque dans la fin. Quand Danny Glover triomphe, les autres prédateurs apparaissent. Et au lieu de le tuer, ils l'honorent. Ils le reconnaissent comme un chasseur digne. Le vieux prédateur lui tend un vieux pistolet de 1715. Ce pistolet, c'est un trophée, mais c'est aussi un pacte, une façon de dire « on reconnaît ta valeur ». Et c'est là que ça aurait dû s'arrêter. 2 films, 2 chefs-d'œuvre de tension, de respect et de mystère. Mais il y a 2 problèmes. Le premier, c'est que dans le vaisseau, dans la salle des trophées, on voit le crâne d'un alien. Et ça rend tous les fans totalement hystériques. L'idée du siècle. Et puis Hollywood, de son côté, elle a vu ce qu'elle voit toujours. Du fric, des crossovers et des figurines d'action. Donc après Predator 2, ça aurait pu s'arrêter là. Mais les comics n'ont pas attendu Hollywood, ils ont répondu à l'excitation des fans. La maison Dark Horse publie Alien vs Predator et c'est un raz-de-marée, le concept cartonne. 2 monstres cultes dans le même univers qui se foutent sur la gueule pour savoir qui est le plus fort, c'est une pure idée comics. Et comme si ça ne suffisait pas, on a eu Batman vs Predator, Superman vs Alien, et on a même eu un Dark Vador vs Alien, dans lequel Dark Vador, dont le vaisseau dérive dans l'espace à la fin de l'épisode 4, atterrit sur une planète un peu désertique, où il y a des aliens. Là on est à fond sur le fantasme geek. Et forcément, Hollywood se dit, si les fans achètent ça sur du papier, il faut qu'on fasse des films. Regardez ce qui se passe, ils sont en train de nous voler tout notre pognon. Et donc, en 2004, débarque Alien vs Predator. Alors, la promesse, une pyramide sous la glace, des archéologues, des prédators, des aliens. Le plan de la pyramide magnifique vendait du rêve. Sauf que ça durait 3 secondes, et c'est littéralement les 3 meilleures secondes du film. Et en plus, on les avait dans le trailer. Tout le reste, du remplissage,
Un film PG-13, pas de sang, pas de tripes, un prédateur qui devient pote avec une humaine, il lui offre une lance, ils font équipe ensemble, ils affrontent des aliens. C'est pas que c'est mal fait, c'est que c'est totalement inoffensif. Et puis bon, au niveau décor, ça fait un peu fan film tourné dans un frigo. Il est pas horrible, mais il est pas génial non plus. Pour qu'il soit horrible, il faut attendre Alien vs Predator Requiem. Et là, c'est le naufrage. Le film où tu ne vois rien, l'image est tellement sombre que tu as envie d'allumer une lampe. Alors, je suis pas fan de l'Alien de Ridley Scott, mais je dois lui reconnaître qu'il a une démarche expérimentale et une démarche esthétique, et qu'il y avait beaucoup de plans très sombres, mais que finalement on arrivait facilement à suivre ce qui se passe. Donc là, on a un gars qui se prend pour Ridley Scott, sans le talent de Ridley Scott. Les personnages, on s'en fout. D'ailleurs, l'alien, ça devient un boogeyman de type Jason ou Michael Myers, qui bute des gens dans une banlieue américaine. Le Predator, on le reconnaît à peine. Et l'histoire, c'est une excuse pour faire du bruit dans le noir. C'est-à-dire que si vous voulez voir un film qui se passe dans un tunnel des égouts, de nuit, lors d'une panne d'électricité, c'est le film de rêve. Vous ne voyez jamais ce qui se passe, et en plus ça coûte cher. C'est là que la saga perd son identité. On ne raconte plus une chasse, on fait un versus. Sur le principe, j'ai rien contre, mais on le fait mal. Le Predator n'est plus une légende, c'est un jouet. Et on est passé du chasseur noble au produit dérivé. Hollywood annonce le grand retour du chasseur. Le titre claque. Predators. J'insiste sur le S. Un groupe d'humains parachutés sur la planète des prédateurs. Le concept est génial. On va enfin voir leur monde, leurs règles, leur terrain de chasse. Et pendant 10 minutes, t'as vraiment envie d'y croire. Mais finalement non. Alors, il y a une forêt. Alors, on se dit, tiens, ça recolle au premier film. Mais c'est pas une forêt jungle. La planète des prédateurs ressemble en fait à la forêt de Fontainebleau. Bon, on va faire avec. Même lumière, mêmes arbres, mêmes rochers. À part 2 lunes et des chiens chelous, c'est la Terre, hein. Et c'est frustrant parce que ça aurait pu marcher. S'ils avaient voulu créer un miroir du premier film, une jungle à leur image, ça aurait été brillant. Mais là, c'est juste un décor plat, sans moiteur ni mystère. Et c'est tout le problème de ce film. Il a plein de bonnes idées, mais il va jamais au bout. Donc, hop, on pose une forêt, et on va en faire rien. Et c'est comme ça pendant tout le film. Le personnage de Fishburne, un survivant caché depuis des années, aurait pu tout changer, c'était une idée de fou. Qu'est-ce qu'on en a fait ? Rien. Il disparaît au bout de 5 minutes. Il y avait une journée de tournage, il a pris son cacheton et s'est barré. Adrian Brody, lui, fait ce qu'il peut. Il s'est transformé physiquement, il y croit, il se donne, et je respecte ça. Mais ça ne suffit pas. Parce que tout autour de lui, c'est du recyclage. Les pièges, les postures, les duels dans la boue, tout rappelle le premier film, mais sans la folie ni la sueur. Predator, c'est un fan film de luxe. Propre, compétent, mais sans âme. On voulait un renouveau, on a eu une copie fatiguée. Et là, surprise, Shane Black revient. Lui, l'acteur du premier film, le scénariste star de L'Arme Fatale, le réalisateur d'Iron Man 3. Souvenez-vous de Hawkins. Il était là. Le type sait écrire, le type sait filmer. On se dit, on est pas mal. Et sur le papier, c'est parfait. Le retour du chasseur, raconté par quelqu'un qui était là à l'origine, une espèce de caution morale. Mais en vrai, c'est un désastre. L'idée de départ est brillante. Un commando de vétérans sous syndrome post-traumatique, brisé par la guerre face à un Predator. Ça aussi, ça recolle au premier. Rappelez-vous la tête de Schwarzenegger à la fin dans l'hélico. Le mec est brisé. Le mec est sous syndrome post-traumatique. Donc on se dit, tiens, c'est pas mal, on tient une idée. C'est une belle métaphore. Mais tout s'écroule très très vite. Le film part dans tous les sens. Des blagues toutes les 30 secondes, un montage massacré, des scènes qui disparaissent, probablement à cause d'un manque de budget, le ton aussi entre une parodie et un non-sens.
Ça fait des vannes salaces et des punchlines sur des autistes. Et puis il y a le Super Predator. 3 mètres de muscles numériques, 0 charisme. On dirait un skin Fortnite. À ce stade, The Predator, c'est plus un film de chasse, hein. C'est un concours de cosplay. Alors il y a la fin, un Predator qui offre une armure type Iron Man aux humains, hein, le Predator Killer. Tu regardes ça et tu te demandes qu'est-ce qui se passe là. T'as le Predator qui donne une arme pour tuer les Predators. C'est quoi le projet? Enfin bref, c'est une comédie d'action bavarde. Le film voulait relancer la saga et il l'a achevé. Et Shane Black, il a fait son pire film. Mais en 2022, un espoir revient. Un petit film sans star, sans studio tapageur, produit par Hulu, la plateforme de streaming. Prey. Un prédateur dans l'Amérique du XVIIe siècle, des chasseurs amérindiens face à un prédateur primitif. Visuellement, c'est très beau. Les décors, les silences, la photo. Un film calme, respectueux, minimaliste. Et cette idée d'un prédateur moins technologique et plus sauvage, c'est plus proche de la bête. C'est pas mal, c'est une bonne idée. Là-dessus, le film marque des points. Et le fait que les dialogues soient minimalistes rappelle aussi le premier, peu de mots, mais beaucoup de tension, même si elle est plus calme. Et puis surtout, Prey raconte l'origine du pistolet offert à Danny Glover dans Predator 2. Donc ce détail, c'est du pur génie parce que ça raccorde. La boucle est parfaite. Mais Prey reste trop sage, tout est propre, calibré, un peu scolaire. Et surtout, le film martèle son message, oui, c'est une héroïne, elle est forte, oui, les femmes fortes, c'est cool. Ouais, je suis d'accord avec ça. Mais fallait-il le surligner en rouge toutes les 5 minutes? On le savait déjà, Ripley l'avait prouvé 40 ans plus tôt. Et puis depuis Ripley, des femmes badass super cool, on en a vu un paquet, donc on sait. Merci. Prey reste cependant un bon film. Beau, sincère, surtout sincère. Et assez intelligent. Mais ça reste un temps en dessous des 2 premiers. Cependant, juste après le premier et le second, Prey est le 3e meilleur film. Alors, est-ce que meilleur ou moins pire? Ça, c'est à vous d'en décider. Mais en termes de qualité, il est juste derrière Predator 2. Et bien sûr le 1 qui est indétrônable. Et puis arrive Badlands. Disney prend la main, et on comprend tout de suite que c'est terminé. Le héros, cette fois, c'est un Predator. Un Predator traqué par les siens, victime de la masculinité toxique de son père. Donc, déjà, on lui colle sur le dos des thématiques très humaines qui n'ont rien à voir avec ce qu'il est. Accompagné d'une droïde Weyland Yutani, histoire de faire le petit lien avec la saga Alien, la droïde dotée d'une IA compatissante lui sert de guide, de psy, de copain de route et éventuellement de sac à dos. Le chasseur ultime du cinéma est devenu le héros d'un drame familial PG-13, assisté par un robot bienveillant. On ne chasse plus, on papote, on s'écoute, on se soigne. Et sans vouloir être désobligeant, ils auraient pu appeler ça Predated. Parce que là, on n'est plus du tout dans un Predator. Ce n'est plus un chasseur, c'est limite un animal de compagnie. Le Predator, il est silencieux, le Predator, il est sans pitié. Le Predator, c'est un antagoniste. Alors, prendre le point de vue de l'antagoniste, ça peut être intéressant, mais si c'est pour le ramener à une condition humaine, ce qu'il n'est pas, je vois pas l'intérêt. Tout ce qui faisait la grandeur du mythe disparaît. Le silence, la peur, la moiteur, le respect de la proie, le code du chasseur, tout ça, ça a disparu au profit d'un récit propre, aseptisé, même moralisateur. Hein. Le Predator est devenu un symbole de gentillesse intergalactique. Et c'est pas ça un Predator. Le Predator, c'est un personnage violent, cruel, qui tue des gens pour se détendre. Pas un ado dépressif
qui souffre du comportement de son père. Ça, c'est des thématiques humaines. Donc le monstre qu'on craignait est devenu une mascotte qu'on protège, et puis quand la créature qui est censée être la plus terrifiante du cinéma finit par être sauvée par un robot empathique, c'est qu'il est temps de raccrocher les gants, enfin le masque, mais vous m'avez compris. Le premier Predator, c'était la peur de l'inconnu, la nature contre la technologie, l'homme contre l'orgueil, un cri de guerre dans la jungle. 40 ans plus tard, c'est devenu une franchise vidée de son sang. Hollywood a transformé un mythe silencieux en produit bavard. Le Predator ne chasse plus, il explique, il pleure, et après, il fait quoi? Il tweet, il fait un trend TikTok pour parler de sa condition? Ça va où? Parce que tout cela est fait avec énormément de cynisme. Et là, on voit bien que Disney ne respecte absolument pas ce qu'elle possède. Humaniser le Predator, c'est le pire choix à faire. Toute son aura vient du fait qu'il n'est pas humain. Qu'il n'est pas comme nous. Alors oui, d'accord, il y a quelques codes, comme celui de la chasse, en commun avec l'humain, mais c'est tout. L'empathie, c'est pas son rayon. Et puis les combats sont parfois visuellement violents, mais on s'assure de faire en sorte qu'ils ne tuent pas d'humains. Comme ça, il n'y a pas de sang rouge. C'est fait avec beaucoup de cynisme. Et après avoir ravagé la saga Star Wars, la saga Alien, Disney nous montre que, comme d'habitude, elle a aucun respect de ce qu'elle possède. Et là, j'ai une théorie. Alors, c'est juste moi, j'ai pas de preuves. Mais à mon avis, il y avait un bon scénario de survival horror science-fiction qui traînait quelque part, et Disney est tombé dessus, ça les a intéressés, à la condition qu'on raccorde cette histoire à l'une de leurs licences, histoire d'en assurer la promotion et le marketing. Alors je vous le dis, j'ai pas de preuves, mais si vous regardez bien le film, à part les premières minutes où effectivement on voit des prédateurs, tout le reste serait pu être fait dans un film random, sans forcément utiliser un Predator, et sans forcément avoir un droïde Weyland-Yutani. À mon avis, c'est ce qui a permis de débloquer le budget pour réaliser ce film. Mais je vous l'ai dit, j'ai pas de preuves. Mais ça sent le raccord, quoi. Malgré des qualités formelles évidentes, parce que c'est bien fait, c'est bien filmé, c'est bien rythmé, il y a beaucoup d'action, on s'ennuie pas. C'est un film qui se suit, mais je suis désolé, c'est pas un film Predator. On a l'impression, bien qu'il soit le personnage principal, que c'est un guest. Alors après, je peux comprendre que certaines personnes vont pas être d'accord avec moi, et je le comprends tout à fait. Et d'ailleurs, je fais un stream jeudi sur la saga Predator pour en parler un peu plus longuement. Eh bien, si vous avez des arguments à m'opposer ou des désaccords, tout ça, écoutez, venez, on va en parler, ça va être sympa. Parce qu'on va faire ça dans une bonne ambiance et dans le respect de chacun, et puis peut-être qu'on touchera la vérité. Et si vous avez aimé, likez et abonnez-vous, prenez bien soin de vous, couvrez-vous, il commence à faire froid, et en attendant, on fait bisous. Allez, à bientôt.